Laure et Lola, c'est une joie et un véritable honneur. Alors, je vais présenter très rapidement nos invités. Lola Lafont est romancière, musicienne, elle fut également danseuse. Elle est l'auteure de Merci Marie Paty, La petite communiste qui ne souriait jamais, tous deux publiés aux éditions Actes Sud, de Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce et d'une fièvre impossible à négocier, publié aux éditions Flammarion et aujourd'hui disponible dans la collection de poche d'Actes Sud Babel. Laure Murat est directrice des études européennes et russes à UCLA. Elle enseigne également dans le département des études françaises et francophones. Elle est l'auteure de 2 remarquables biographies, La maison du docteur Blanche et Passage de l'Odéon, et de nombreux essais, dont L'homme qui se prenait pour Napoléon, paru aux éditions Gallimard, et qui a reçu le prix Femina pour l'essai. Flaubert à la mode Piquet, publié également aux éditions Flammarion. Ceci n'est pas une ville, toujours publié aux éditions Flammarion, un essai formidable sur Los Angeles et sa lumière. Et celui qui va nous occuper aujourd'hui, Une révolution sexuelle, réflexion sur l'après Weinstein, publié aux éditions Stock. Voilà, donc sans plus de blabla, je passe la parole à nos invités et je vous souhaite une excellente après-midi. Merci beaucoup. Alors, c'est moi qui vais commencer. D'abord pour dire que j'ai vraiment beaucoup aimé le livre de Lola Lafont. Ça a été une vraie découverte, en fait, pour moi, pour plusieurs raisons. Moi, je travaille sur ces questions, c'est-à-dire des questions, en effet, comme vous avez dit, de prédation, de consentement, etc., d'un point de vue, comme on dit en anglais, non-fiction, d'un point de vue d'essayiste. Et je suis aussi professeure de littérature, donc j'enseigne la fiction, si ça, on peut dire ça comme ça. En tout cas, j'enseigne la littérature. Et donc, j'ai une très haute idée de ce que c'est que d'incarner un sujet à travers un roman. Et peut-être le roman, la prose du monde, comme on dit, est l'outil, l'objet par excellence qui peut incarner certaines questions beaucoup mieux que peuvent le faire n'importe quel essai, n'importe quel livre sur la question. En tout cas, c'est une vraie gageure, je pense, vraiment je le pense, d'avoir donné forme comme ça dans cette histoire. Je ne vais pas la résumer, je vais laisser Lola Lafont le présenter pour moi, ou plutôt pour elle, parce que c'est un roman qui est très complexe, qui tresse plusieurs histoires et qui en même temps tient toujours le fil d'une sorte de trinité abominable qui serait au moins 3 sujets, qui est l'intégration. Qu'est-ce que c'est qu'être intégré à la société? Intégré quand on est juif. Le passage sur Jonas m'a beaucoup impressionné. On y reviendra sûrement. La compétition quand on est adolescent, quand on veut y arriver. Hein. Et puis, un 3e mot en ion, qui est la prostitution. Et là, je crois qu'il y a quelque chose, il y a une articulation très savante et très subtile, parce que c'est un livre qui est très savant. Vous avez sûrement beaucoup à dire sur l'enquête que clairement vous avez menée auprès des danseurs. Ça, c'est très impressionnant. La façon dont vous parlez du corps, de la souffrance, de l'esthétique et des variations à l'intérieur de ces efforts et de ces considérations de la beauté. J'aime beaucoup quand vous parlez des décalages dans les histoires de goût, par exemple. J'en reviens toujours à cette histoire de Cléo et de Jonas qui ne sont pas d'accord sur un certain nombre de choses, notamment musicales. C'est très, très finement vu. Et puis bon, le 3e ion, qui est prostitution, qui évidemment va courir tout au long du livre. Et si on devait ajouter un 4e ion, je dirais la pression, tout simplement. La pression que subissent tous les personnages, quels qu'ils soient, à quel âge où ils soient, parce que là aussi, ce qui est très fort, c'est le traitement de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte,
de l'âge mûr, une contextualisation. Moi, ça m'a beaucoup plu parce que moi, je suis née en 67. Donc, évidemment, quand la fondation Galatée, qui est au cœur de cette histoire, travaille au moins de 84 à 94, puisque c'est les dates, moi, ça me rappelle des souvenirs, forcément. Puisqu'en 84, qu'est-ce que j'avais? J'avais 17 ans, donc j'étais un peu plus vieille, mais bon. Et il y a quelque chose dans la contextualisation, dans la remise dans le contexte, qui est parfaitement bien vu, mais ce qu'il y a d'encore plus fort, c'est la recontextualisation. Puisque vous faites courir la chose, pas jusqu'à nos jours, mais presque, avec évidemment ce changement radical qu'a été MeToo et qui fait qu'on regarde ces choses-là avec différentes couches de sens. Il y a la couche de sens de ce que l'enfant Cléo, qui est la première partie du livre, qui est très impressionnante, qui fonctionne presque comme un roman policier où le lecteur, en l'occurrence la lectrice, voit évidemment exactement ce qui se passe et voit la prédation en cours, à l'œuvre. Et c'est très, très poignant. C'est un livre très poignant de ce point de vue-là. Mais il est poignant, j'insiste beaucoup là-dessus, il est poignant à plusieurs niveaux. Au niveau de l'innocence de l'enfance, qui est saccagée, en quelque sorte, et la pression qui s'exerce sur tous ces gens à quelque époque que ce soit. Alors, on voit très bien, mais ça c'est évidemment une des nombreuses questions que j'ai pour vous. Vous avez construit votre livre, j'allais dire comme une toile d'araignée. C'est vraiment, il y a quelque chose qui vous encercle, et qui vous encercle, mais sur plusieurs niveaux. C'est ça que je trouve très fort. C'est pas le niveau 1, et vous auriez pu très bien faire un roman de la première partie, uniquement de la première partie, c'est-à-dire de la prédation par cette femme donc, qui s'appelle Cathy et qui travaille pour une pseudo-fondation qui s'appelle Galatée. Évidemment, le nom n'est pas pour rien dans la et qui va prendre en quelque sorte dans ses raies une petite fille, parce que c'est une petite fille pour moi, c'est pas une adolescente encore. Elle a 13 ans, certes, c'est l'âge de l'adolescence, et va la manipuler, tout simplement, la manipuler jusqu'aux choses les plus graves. Et non seulement elle va la manipuler, mais elle va en faire un indique, en quelque sorte. Elle va en faire un poisson pilote. Elle va la prendre dans ses raies au point d'en faire une de ses complices. Croit-elle, la petite fille? Parce qu'évidemment, elle est la victime. Et ce que je trouve que vous faites tellement bien, c'est que vous, constamment, d'une certaine façon, vous refusez de prendre parti pour la victime et le coupable. Vous juste vous exposez. Alors, on sait bien de quel côté vous êtes, mais vous exposez un système. Et c'est ce à quoi j'ai été le plus sensible. Vous l'exposez, vous le décortiquez, vous lui donnez vie. Et il y a encore beaucoup d'autres choses, bien sûr, dans ce livre, hein, mais vous donnez vie à des strates de sens de plusieurs générations, qui concernent plusieurs générations, où on est tous victimes et coupables, en quelque sorte. Il y en a qui sont plus coupables que d'autres, évidemment. Mais vous brouillez très, très bien les pistes, et vous montrez très bien comment ce système s'édifie et comment il triomphe, d'une certaine façon, dans plein d'endroits. Voilà. C'était peut-être un peu trop confus ou dense, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais enfin, en tout cas, ma première remarque, c'est d'encourager les gens qui ne l'ont pas lu à lire ce livre, parce que pour moi, c'est vraiment le premier livre de l'après-MeToo, en quelque sorte.
Et ça, j'y suis évidemment très sensible. Écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup. Je suis très touchée par votre lecture. C'est d'autant plus touchant que en fait, mon premier roman en fait, était centré sur les conséquences d'un viol et que finalement, la société a fini par rejoindre un petit peu les interrogations qui sont pour moi au centre de mes fictions. Et que évidemment, dans un sens, ça change tout et en même temps, ça ne change rien. C'est aussi le problème. En ce moment, je fais beaucoup de rencontres virtuelles avec des lycéens et des étudiants pour le concours, le féminin des lycéens et le France Culture Télérama des étudiants. Et je sens une inquiétude chez les lycéens, principalement une inquiétude de la prédation, une inquiétude de savoir est-ce qu'un livre change les choses, est-ce qu'un roman change les choses, ça revient tout le temps. Est-ce que ah oui, est-ce que ça arrivera encore, me demandent des jeunes filles. Est-ce que c'est des histoires comme ça arriveront encore? Et je me vois dans la triste position de mettre même, de donner un grand coup dans la fiction et de dire oui, en fait, ça arrivera encore. Et moi, j'ai rien fait de spécial à part une fiction. Et je me vois en train même de minorer le rôle de la fiction tout en. Bon. Alors, du coup, je ne sais pas si vous m'avez posé une question. Non, j'ai pas posé. Non, j'ai vraiment. Ouais. Voilà, j'ai donné mes impressions comme ça. Voilà. C'est le fait sur la construction de votre livre. Ça, j'ai trouvé ça très, très remarquable parce que vraiment, il y a une architecture du livre qui est très forte. C'était la chose qui. Enfin, moi, je commence beaucoup, assez souvent par la forme. La forme m'indique souvent de quoi je vais parler, et en tout cas, je savais que, en tout cas, les romans naissent souvent pour moi de croisements. J'ai pas un sujet. C'est pour ça que quand on me demande pourquoi vous avez parlé de telle chose, je suis un peu embêtée parce qu'il y a beaucoup de choses qui finissent par se croiser, et que là, je savais que j'allais raconter une femme de 13 à 48 ans. Je savais que j'allais traverser les années 90 parce que voilà, elles sont les années pour moi de la découverte du féminisme et de ma politisation d'une certaine façon. Et je savais qu'elle ne pouvait pas, je savais évidemment qu'elle allait être face à quelque chose de son passé. Je savais quoi? Et je savais que la chose importante, c'est que elle ne pouvait pas y faire face tout à fait, quoi. Et que c'était là tout le temps, et que voilà. Et je savais que c'était impossible qu'elle assume la narration toute seule, parce que ça n'avait pas de sens pour moi qu'elle puisse se raconter. Alors ça, c'était sûr. Je savais que je serais coincée, par exemple, en disant je serais coincée dans un monologue voilà, ce qui lui arrive, son monologue intérieur, ce que j'appelle son monologue intérieur, c'est-à-dire cette obsession, voilà, c'était pas possible. Mais même à la troisième personne, je savais que j'arriverais vraiment à quelque chose qui serait le roman d'une victime. Alors, ça serait l'inverse, c'est-à-dire que s'il y avait juste le roman de Cléo, c'était le roman d'une victime. Et que Cléo, elle est évidemment beaucoup d'autres choses. Elle est une super danseuse, elle est une amie. Moi, je trouve que c'est une très belle amie. Elle a une notion de l'amitié qui est assez forte. C'est une amoureuse. Voilà, c'est une mère avec des rapports compliqués. Voilà, c'est beaucoup de choses. Et surtout, il y avait cette position qu'a Cléo, finalement, d'être à la fois très éclairée, parce qu'elle passe son temps sur scène et qu'elle est éclairée. Et en plus, il y a cette histoire de reflet, parce qu'elle travaille en revue ou dans des choses où il y a des strass. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de sources de lumière dans ce genre de spectacle. Moi, j'ai beaucoup cherché sur ce qu'était la lumière des revues. Et les lumières des revues ne sont pas comme les lumières des théâtres, c'est un peu différent. Il y a quelque chose d'un éblouissement, c'est-à-dire que le spectacle de revue travaille sur une overdose. Il travaille sur une overdose de couleurs, une overdose de lumière, une overdose de matière, tous les tissus que manipule Claude, l'habilleuse, les plumes, les strass, les velours. Il y a vraiment quelque chose du trop. Et donc Léo, elle est à la fois éclairée et évidemment dans l'ombre,
elle est dans une nudité choisie quand elle est danseuse. C'est un choix. C'est-à-dire que la danse et la scène, ce genre de scène hyper sexualisée, mais en même temps tellement codifiée que c'est pas tellement sexualisé à mon sens, lui redonne une place de sujet. Elle n'est plus objet. Donc il y avait tout ce travail-là effectivement dans toutes ces positions. Et pour ça, il fallait des gens qui la voient. Il fallait des gens qui la croisent. Qui puissent, à l'image de la première page, vous savez, au début, quand elle se prépare et puis qu'elle a besoin de l'aide d'une autre danseuse pour passer le fond de teint dans le dos. C'est une image qui m'a beaucoup frappée chez les danseuses de revue. Quand je l'ai lue, je me suis dit, en fait, moi, je travaille souvent avec des choses très concrètes pour les personnages, très, très, très concrètes. J'ai vraiment des réticences à tout ce qui est psychologisation, j'aime pas le commentaire. Et donc, je m'étais aperçue, il y avait 3 choses qui étaient géniales pour un personnage. C'est le sourire contractuel dans certaines grandes revues parisiennes, les fossiles fournis par la maison. Donc, il y a quand même quelque chose de l'intime. C'est jusqu'à vos cils qui sont vraiment choisis par quelqu'un d'autre. Et il y a cette histoire de fond de teint sur le corps entier, chaque jour. Et donc, vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour faire le dos. Vous ne pouvez pas le faire toute seule. Et donc, c'est vrai que ça allait bon, sans divulgacher, sans dire que je ne crois pas complètement à une histoire individuelle pour la prédation. Je n'y crois pas. Ça n'est pas l'histoire de Cléo, c'est l'histoire de plein de filles, plein. Le problème, c'est qu'elles croient toutes que c'est leur histoire et que ça n'arrive pas à être conscientisé comme une histoire collective. Et voilà, et depuis le début du roman, il y a quand même l'importance du collectif. Le collectif de danseuses jusqu'au collectif des victimes à la fin. Mais c'est ça que je trouve, quand je disais qu'il y avait cette articulation et ces différentes couches de sens, c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'évidemment, vous en faites un grand roman collectif et vous faites le roman aussi d'un système, mais d'un système qui, comme dans les Lumières de la revue, est très diffracté, hein, qui est très, il y a plusieurs facettes à ce système, et il y a plusieurs systèmes qui s'imbriquent les uns dans les autres. Alors, j'aurais une question toute bête, en fait. J'ai pas réussi à vraiment reconstituer, parce que pour une raison évidente, je ne sais pas comment vous avez travaillé, mais est-ce que vous avez eu connaissance avant, je ne suis pas en train de vous demander comment l'atelier de l'écrivain, c'est pas ça, mais est-ce que vous avez eu connaissance de l'affaire Epstein, de Ghislaine Maxwell, de tout ça avant? Non, pas avant. Pendant. Ah, c'est ça. C'est pas ce qui m'a semblé. C'est que vous écriviez, vous aviez déjà écrit le livre, vous êtes en train de le lire. J'étais déjà, en fait, quand j'en ai vraiment entendu parler, parce qu'effectivement, moi, j'en ai pas entendu parler en 2009, je crois, il y a eu des arrestations, je ne sais plus. En tout cas, pour moi, l'affaire Epstein, elle a commencé, j'étais au premier tiers, au deuxième tiers, même peut-être du roman. Donc, ça m'a un petit peu, je veux dire, mon égocentrisme d'autrice. Mais oui, évidemment. Un petit peu embêtée. Parce que je me suis dit, ah mais non, c'est pas possible. Mais en fait, c'était tellement évident que, enfin, si vous voulez, c'est toujours la même histoire. C'est banal, c'est-à-dire que évidemment qu'un prédateur va envoyer une femme, évidemment qu'il ne va pas envoyer un homme, parce que qui va suivre un homme, c'est pas comme ça que ça marche. Évidemment qu'une femme va être utilisée comme appât, évidemment que c'est Cathy qui doit y aller. Donc pour moi, ça, c'était pas l'affaire Epstein en particulier, mais après, j'ai été vraiment très, très choquée par la personnalité, enfin, le portrait de Ghislaine Maxwell, tout ça, c'était… En revanche, là où ça m'a vraiment aidée, entre guillemets, c'est-à-dire où ça m'a appris quelque chose, parce qu'un peu plus tard, j'avais écrit, donc le choix était fait, mais j'ai vu une interview d'une victime d'Epstein qui avait donc 35 ans, peut-être une de celles qu'on le voit le plus témoigner. Qui s'appelle Virginia. Et elle pleure. Elle pleure face à la caméra. Et donc, la journaliste lui dit ah oui, c'est à cause de ce qu'il vous a fait. Et elle dit non, c'est à cause de ce que moi j'ai fait aux autres. Parce qu'elle a entraîné d'autres gamines, etc. Et là, je me suis dit ouais, je pense effectivement que le fait de collaborer à ce qui vous détruit est vraiment pour moi la perversité absolue. C'est vraiment
une façon de faire en sorte que non seulement elle ne va jamais se sentir victime, elle ne va jamais se créditer de ça, quoi, et ça sera ce qui va vraiment l'engloutir, vraiment, cette collaboration. Donc, pour l'affaire Epstein, c'était clair que je me suis dit, bon, psychologiquement, et pour d'autres choses aussi, c'est-à-dire, je crois que dans la même interview, il y avait une remarque très juste qui était la journaliste qui disait, mais c'est pas possible, il n'y avait pas des voisins qui ont vu quelque chose, il n'y avait pas des gens qui se sont étonnés de voir des gamines de 12 ans, de 14 ans. Et voilà, et c'est effectivement le centre de Chaviré, il est plutôt pour moi hein, dans ce que vous avez dit d'ailleurs, c'est-à-dire dans la part de culpabilité minuscule qu'il faut pour faire Galatée. C'est pour ça c'est la définition même de la perversité, c'est-à-dire ouais. de rendre la victime collaboratrice du forfait qu'on fait sur elle. Oui. Et il y a effectivement dans l'affaire Epstein, il y a une sorte de démesure sur les années, sur la richesse, etc. Mais moi, j'avais vraiment envie que ça soit d'une certaine façon banal, c'est-à-dire que finalement, on leur donne 2 petits billets et puis on les invite dans un restaurant parisien et puis quoi? Elle rentre dans une boutique des Champs-Élysées, on lui offre un magazine. Ce qu'elle lui offre, Cathy, c'est pas grand-chose. Il y a un parfum, il y a une jupe. Mais effectivement, il n'y a pas de ce qui va fonctionner parce que j'ai commencé par faire une fausse route dans Chaviré. Je fais toujours ça. Chaque fois que je commence un roman, je me trompe pendant 2-3 mois. Tout le temps. J'écris toujours un truc qui ne va pas, puis après, je comprends. Et au début, j'avais pensé que le piège plus banal était tu vas faire des photos. Et puis, je me suis rendu compte que ça n'allait pas parce que pour qu'une adolescente y croie, il faut quand même, elles savent toutes un peu ce qu'il faut. Et donc, il faut quand même être grande, mince, dans les normes, etc. Et quand j'ai trouvé Galatée, c'est-à-dire quand j'ai imaginé qu'en fait, il fallait juste que quelqu'un dise « Non, tu vas réaliser ton rêve », je me suis dit ça, c'est mieux parce que ça s'adresse vraiment à toutes. Elles ont toutes envie de réaliser un truc. Ça s'adresse à leur fantasme. Voilà. C'est parfait. Et qu'on en a tous et que donc ça sera vraiment une prédation de toutes et tous. Et vous avez dit quelque chose qui me tient à cœur, c'est de parler des personnages et de la façon dont, que ce soit Yonash ou que ce soit Claude Labilleuse, ils vont tous être sous pression parce que je pense vraiment que les différents systèmes de prédation se donnent la main et sont vraiment imbriqués et que le libéralisme est une prédation. Enfin, je veux dire, les corps au chômage, utiliser des gens pour leur travail et faire en sorte qu'ils arrivent à un moment donné où leur corps ne répond plus et qu'on peut à ce moment-là s'en débarrasser, il y a une prédation. Le racisme et l'antisémitisme sont des prédations. Voilà, donc j'avais vraiment envie de pouvoir articuler les prédations, les différents systèmes de domination et de prédation. De ce point de vue-là, c'est vraiment très réussi parce que. Et puis une fois de plus, hein, ça s'adresse à toutes les générations, y compris à celle de Cléo 13 ans et celle de Cléo 48 ans. C'est-à-dire que c'est ça qui est très fort, c'est que vous le faites horizontalement, hein, par couche, mais vous le faites aussi verticalement, avec la même personne qui évolue. Oui. L'évolution de Cléo, bon, on la perd un peu, Cléo, au bout d'un moment. Même, bon, parce qu'on va voir d'autres planètes autour du Soleil. Mais Cléo, on la voit aussi évoluer, avoir une relation avec une femme, puis finalement rencontrer un homme dont elle tombe amoureuse, d'avoir un enfant, etc., etc. Donc, on voit très bien l'évolution et on voit, tout en voyant très bien, à quel point, comme un espèce de fil de la Vierge, si je puis dire, toutes ces jeunes filles sont liées par cette horreur. Oui. Cette horreur qui reste. Vous avez sûrement lu King Kong Theory de Virginie Despentes. Et quand elle parle du viol,
la dernière phrase du chapitre qui concerne son viol, puisque c'est le sien dont elle parle, elle dit « C'est ce qui me défigure et qui me constitue ». Ouais. Eh bien, je trouve que voilà, vous avez très bien donné une forme d'incarnation à cette espèce de paradoxe, à cette énorme, le comble de la perversité de ces adultes qui entraînent des enfants dans leur système tout en leur faisant croire que c'est le leur, à eux, les enfants. Hein. Ouais. Ça, c'est très subtil dans l'horreur, évidemment. Et surtout, c'est une chose qui va leur rester toujours. Alors, il y en a que ça va définitivement défigurer, comme Betty, dont le corps est plus du tout le même qu'au début, par exemple. Ouais, mais là, j'ai un bémol. Allez-y. Ouais. Là, c'est drôle parce que, en fait, bon, mais voilà, le personnage vous appartient. Mais pour moi, Betty n'est pas défigurée, elle est moins que Cléo. Alors, pour moi, Betty est un des personnages les plus libres parce que d'une certaine façon, elle sort du récit familial. Elle sort du récit qu'on a fait pour elle. Parce que finalement, le désir de Cléo est clair. Elle veut être danseuse, elle est passionnée, elle adore, elle est vraiment dans une sorte de transe dès le début, son prof, machin, le modern jazz. Alors que Betty, sa mère vit ce rêve, pour le coup, d'intégration. Sa mère a ce fantasme de représenter la culture française dans la danse classique. C'est un peu l'apothéose du blanc, du ballet blanc et de voilà. Et il y a des photos d'elle quand elle est gamine partout. La mère supplie Cléo, elle la supplie qu'elle accède elle aussi à la bourse. Et finalement, quand on retrouve Betty, bon, alors on la retrouve jeune, elle a 18-20 ans quand on la voit avec le kiné, son corps émet plein de signaux que personne n'entend, elle lâche, tout lâche. Mais quand on la retrouve adulte et qu'effectivement, elle n'est plus une jeune fille mince et désirable et brillante et qui fait fantasmer sa mère surtout, elle sort de ce qui était prévu dans la famille. Et donc pour moi, il y a une sorte de force incroyable. Elle met fin au désir des autres et effectivement, elle se soustrait. Elle se soustrait à la séduction aussi et finalement, bon, c'est un choix. Et elle est en dialogue avec les animaux, bon. Et pour moi, c'est un personnage très libre, jusque dans son choix, quand elle parle à son neveu et qu'elle lui dit « Je te préviens, je ne te raconterai pas ce qui s'est passé avec Galatée ». C'est le choix de ne pas dire. C'est même jusque-là, elle garde des limites parce qu'il y a aussi cette chose, elle ne veut pas être définie par le récit des violences. Pour moi, il y a quelque chose aussi d'une liberté chez elle. Oui, je comprends ce que vous dites. En même temps, cette liberté qu'elle a, et en effet, elle s'est soustraite au roman familial, ça c'est très important. Je ne suis pas sûre, mais je ne suis pas sûre que les personnages appartiennent au lecteur, par ailleurs, mais enfin un petit peu quand même. Je ne suis pas sûre, elle n'a pas transformé la chose. On sent encore qu'elle est dans une forme de résignation, c'est-à-dire qu'elle n'a pas accompli le rêve de sa mère. Ouais. C'est un choix, encore que ce choix a été très conditionné par des violences qu'elle a subies, ce qui n'est quand même pas la même chose. Hein. Ce n'est pas la même chose que de dire je démissionne ou je n'en peux plus. C'est pas pareil. Et du coup, elle a décidé de se mettre en retrait. Mais vous savez, c'est toujours très compliqué de savoir si on est victime ou si on est consentante. Hein, c'est toujours ce problème, cette espèce de paradoxe de dire victime consentante. Et au fond, ça aussi, c'est un autre fil qui traverse tout le livre. Et c'est pour ça que ça, j'ai beaucoup aimé ça, parce que évidemment qu'on sait qui sont les victimes et qui sont les coupables, et en même temps, tout le monde est un peu victime et tout le monde un peu coupable. Enfin, certains plus que d'autres, évidemment. Mais enfin, vous intégrez toujours avec cette fameuse histoire du consentement qui est terrible à analyser, très très compliqué, qui fait le casse-tête des juridictions, des procès,
tout ce qu'on veut, et de savoir quelle est la... ce que je trouve, c'est que dans une certaine littérature contemporaine, il y a une obsession presque maladive avec la notion de vérité. Ouais. Et quand je dis ça, je pense pas seulement à l'autofiction, mais à certaines choses autobiographiques, de dire la vérité avec un grand V. Bon. C'est la fameuse phrase de Lacan qui disait je dis toujours la vérité, pas toute. Voilà. Alors, bon, le roman, il me semble, et cet espace, hein, cette espèce voilà, cet espace où on va faire parler des vérités, on va faire dire des mensonges, on va essayer de compliquer ce jeu-là, ces notions-là. Et même si le lecteur sait très bien, fait très bien le tri, vous faites chatoyer ces problèmes qui ne sont jamais tranchés, mais en fonction des interlocuteurs. Et ça, c'est très compliqué, évidemment. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur en général dans le roman, parce que mon roman précédent était centré autour de la figure de Patricia Hearst et de est-ce qu'elle était victime, est-ce qu'elle était coupable, etc. Donc c'est une vieille obsession quand même que j'ai. Effectivement, vous parliez au début de victime coupable et de chaque personnage qui est victime et coupable. Et j'ai parlé alors, effectivement, j'ai rencontré des danseuses de l'époque, parce qu'au début, on parlait un petit peu de ça. Je me suis vraiment intéressée à savoir comment ça se passait dans les années 90, derrière les chanteurs, comment c'était techniquement, comment ça se passait, quel était... je ne sais pas, je leur ai demandé, je leur ai posé plein de questions, parfois un petit peu stupides. Est-ce que c'était plus glissant qu'un parquet? Comment c'était vraiment, quoi, le plateau? Le plateau, c'était du verre, donc c'était très compliqué. Finalement, Cléo, dans la danse, et surtout quand elle devient vraiment danseuse professionnelle, elle va avoir ce vacarme des ordres qu'on lui donne de Malko, cette sorte de voix très, très autoritaire, va faire taire sa voix intérieure. Elle a besoin, et ce n'est pas vraiment du masochisme, parce que sinon toute la danse est du masochisme, et ce n'est pas ça. C'est qu'il y a vraiment cette chose dans la danse, qu'elle soit classique ou moderne jazz, qui est si on a pas mal, c'est qu'on n'a rien, on a mal travaillé. C'est très typique. Il y a cet aspect où la danse, pour moi, elle est expiatoire quand même chez elle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de... Elle se jette là-dedans. Il faut, en plus, c'est comme si elle faisait vœu d'anonymat, vœu de presque pauvreté. Il y a quelque chose vraiment de... Je ne serai pas remarquable, je serai dans le rang. Parce que j'avais vraiment envie de travailler autour du mot repéré et lu. Et vraiment, comme vous avez effectivement beaucoup travaillé autour du consentement donc d'une certaine façon des jeunes filles, de la figure des jeunes filles. Le fait d'être repéré, pour moi, il me semble tellement central dans la fantasmagorie vraiment. Mais c'est vieux cette affaire, parce que Hollywood a fonctionné comme ça. C'est-à-dire, telle actrice a été repérée dans un café, c'est vieux, c'est pas maintenant. C'est-à-dire que le fait de dire qu'une jeune fille ne prendra vie qu'au moment où il y aura un regard qui se posera sur elle, bon, bah, c'est les contes, mais c'est ce qu'on nous sert dans les magazines féminins. Un mannequin a été repéré dans une galerie commerciale, etc. Et c'est le vieux Hollywood, pareil. Et donc, il faut qu'un regard, de préférence masculin quand même, se pose sur vous pour que vous preniez vie. Et donc, Cléo, elle va être repérée, élue, et finalement, je me suis dit au moment où j'ai travaillé sur sa fille, qui, quand elle est petite, elle regarde sans arrêt les cassettes vidéo, les VHS de sa mère, elle la repère aussi, c'est-à-dire il y a vraiment, sa fille est capable de la retrouver sur un écran télé. Et la grande obsession de Cléo, c'est d'être retrouvée, c'est d'être trouvée même quand elle est adulte.
parce qu'elle a peur qu'on retrouve un fichier. C'est d'ailleurs pas le cas. Probablement, c'est très compliqué de retrouver sa photo. C'est sa peur à elle. Donc, il y avait vraiment quelque chose autour du regard qui se pose sur elle, qui lui donne, enfin, dont elle imagine qu'il lui donne vie et en même temps qui va la jeter dans un cauchemar. Et puis après, les regards vont être anonymes, des milliers. Et un jour, pour les recherches, j'ai rencontré une meneuse de revue du Moulin Rouge. Alors, rencontrer des gens du Moulin Rouge ou du Lido, c'est impossible en fait. Donc, il faut en rencontrer qui sont à la retraite. Sinon, elle ne parle pas. Il y a une sorte de secret. Donc, elle était plus meneuse de revue et je lui pose une question très bête parce que j'enquêtais. Et donc, je lui dis, mais parce que je ne savais pas comment commencer les conversations, je lui dis, mais comment vous ressentez ces regards, cette tension érotique? Et alors, elle se fâche, mais alors vraiment, elle était outrée et elle me dit, mais il n'y a pas d'érotisme du tout au Moulin Rouge. Elle dit, c'est du bonheur pour les spectateurs. Moi, je vois des gens émerveillés. Et elle n'a pas tort, parce que cet érotisme-là, en tout cas des revues, il est tellement codifié, il est tellement naïf par rapport à ce qu'on peut voir dans les clips, par exemple. C'est vrai que ce n'est pas tellement érotique, que c'est une mécanique. D'ailleurs, vous n'avez même pas le temps de vous poser sur un corps, en réalité. Ça passe très vite, les tableaux passent très vite. Ça ne se joue pas là, en fait. C'est un semblant d'érotisme. Et donc, pour moi, c'était important que Cléo, d'abord, c'est un petit peu la carrière qu'on peut avoir quand on fait beaucoup de modern jazz et qu'on n'a pas forcément de boulot tout le temps, c'est des remplacements. Mais c'était important pour moi qu'elle reprenne cette place de décision, en fait, sur l'érotisme. Et voilà. De la même façon, vous avez parlé de prostitution, ce qui est un sujet de débat à la fin. Est-ce que ça a été de la prostitution ou pas? Et moi, j'en suis pas sûre, parce qu'effectivement, il me semble que la prostitution exigerait qu'elle ait compris ce qu'elle allait donner contre que ça aurait dû être clair, c'est-à-dire elle aurait dû savoir dans ces cas-là que contre des attouchements, elle aurait un peu d'argent, mais pas de bourse pour une école. Mais elle ne comprend pas. C'est quand il y a l'agression sexuelle et qu'elle se retrouve face au juré, elle est réellement interdite dans tous les sens du mot d'ailleurs. Le contrat n'est pas clair. Elle ne sait pas d'ailleurs si c'est faire preuve de maturité de ne pas se laisser faire ou alors de se laisser faire. C'est-à-dire que là, il y a la voix aussi d'une féminité. Qu'est-ce que c'est finalement être une femme? Est-ce que c'est être très soumise ou pas soumise? Et l'attraction qu'exerce Cathy sur les jeunes filles, c'est celle quand même d'une ultra-féminité aussi. C'est les cheveux, c'est la tenue plus féminine, plus apprêtée que sa mère, que c'est une mère en mieux en fait. Donc c'est vrai qu'il y avait toutes ces questions-là qui ressortent au moment du chapitre avec Lara, puisque toute de gauche qu'elle est finalement, et militante et tout ça. Là, vous êtes impitoyable. Hein. Là, vous êtes impitoyable. Je me suis un petit peu... oui. Il y a trois quand même. Ouais. Je me suis dit que Lara, elle est très consommatrice. Hein. Ouais. Elle est à la fois, elle fait preuve d'un mépris social quand même. Elle aimerait mieux que ce soit une autre danse. Et en même temps, c'est quand même assez excitant de connaître une fille qui fait ça. Il y a ce truc en fait un peu honteux. Mais Cléo provoque ça chez quand même beaucoup de gens, puisque avec le petit Jonas là que j'aime beaucoup, ça c'est très émouvant, ça je trouve. Cette amitié comme ça et cette passion qu'elle va développer pour le judaïsme, ouais. À cause du père. Et tout le passage où Jonas dit qu'il ne veut pas être juif parce qu'il en a assez des blagues, de rire bêtement aux blagues, où il en a ras-le-bol, et de devoir se justifier, et la Shoah, et l'horreur de la Shoah dans sa famille, etc. Je trouve que c'est très très bien vu, mais c'est une fois de plus des histoires de pression sociale qui sont énormes. Et tout ce que vous racontez, c'est au fond, comment est-ce qu'on peut maîtriser son destin? Enfin, c'est un peu un cliché, mais
quelle est la marge de manœuvre qu'on a? Et la marge de manœuvre, elle était très étroite quand même. Oui, elle est très étroite parce que finalement, à chaque fois, effectivement, qu'un des personnages fait un choix qui est celui d'une petite compromission, mais pas très grave dans le fond, eh ben, ça ne sert à rien. En fait, de toute façon, la domination aura lieu quand même. C'est-à-dire que Yonash, finalement, s'écarte d'elle parce qu'elle le met face à ses contradictions, elle est insupportable. Mais finalement, il sera toujours le juif de service quand même. Claude, elle a beau ne pas signer la pétition, elle sera renvoyée quand même du spectacle. Elle est trop vieille quand même. Voilà, ça leur sert à rien en fait. Oui, mais ce que je trouve très touchant chez Cléo, par exemple, c'est qu'elle ne lâche pas sur Mylène Farmer et Jean-Jacques Goldman. Non, absolument. Pour Elle moi, lâche c'est un pas. personnage. Non, elle ne Ça, lâche c'est jamais. formidable. Ça, c'est formidable. Et elle lâche pas non plus devant Lara. Non, elle la lâche. Qui se C'est-à-dire qu'il y a vraiment une construction. plan quand même, parce qu'elle se trouve un peu, du coup, elle se trouve un peu bête, Lara, là. Elle se dit, mais il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé quand même dans mon parcours de militant. Elle a raté, elle l'a raté. Il y a Oui. vraiment un ratage. Mais pour moi, et voilà, c'est aussi le. Mais évidemment, je ne l'ai pas compris quand je l'ai écrit parce que je crois vraiment quand on écrit une fiction, il y a une part d'aveugle. Et qu'au bout du compte, voilà, 4 mois après, on fait ah oui, c'était ça. Il y a une part un petit peu qui nous échappe. Et elle se construit réellement avec ses rencontres. C'est-à-dire qu'elle est augmentée de chacune des rencontres. Oui, elle est mais plus combative après Lara. Et moi, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe pour de bon, en fait, dans le meilleur des cas, que les rencontres qu'on fait nous modifient, mais nous augmentent, même quand elles sont ratées. elle évolue. C'est vraiment un Elle personnage évolue qui vraiment. évolue. Voilà. Et donc, ça c'est formidable. Je suppose, pour vous avoir posé la question sur Epstein et Ghislaine Maxwell, que du coup, le livre de Vanessa Springora non plus, ça n'a pas dû modifier le parcours de Non. votre livre parce que c'était déjà fait, en fait. Oui, c'était en janvier dernier. Moi, j'ai rendu en mars mon manuscrit. Ouais. Oui. Mais du coup, ça a dû vous frapper quand même. Ah oui. La conjonction, l'alignement des planètes était quand même assez impressionnant. C'était assez impressionnant, oui. C'était un choc. Après, j'ai envie de vous dire, malheureusement, on connaît l'histoire. Enfin, c'est-à-dire que même si je ne connaissais pas ni Epstein ni Matzneff, oui, on connaît l'histoire. Voilà. Et c'est ce qui est le plus rageant, en fait. C'est cette histoire qu'on connaît sans arrêt. En fait, c'est-à-dire qu'on connaît, et finalement, comme à la fin de Chaviré, où il n'y a pas d'enquête, puisque tout le monde sait tout. C'est-à-dire que quand les deux réalisatrices se rendent compte que il ne va pas y avoir beaucoup de choses à chercher, parce que oui, on sait que voilà, et effectivement, ça m'est arrivé dans la vraie vie d'entendre il y a des années maintenant, il y a 10 ans, d'entendre des choses, mais bien sûr, tout le monde sait que tel réalisateur, que tel machin reçoit des filles mineures, je l'ai entendu. Mais souvenez-vous, avec DSK, on disait ça, tout le monde Oui, sait ce qu'il fait, patati patata. Mais ouais. Harvey Weinstein, tout le monde savait. Vous Ah savez, oui. il y avait des blogs dans les magazines, il y avait des articles qui disaient ha ha ha, ne prenez pas l'ascenseur avec Harvey Weinstein parce que, attention, s'il vous invite dans sa chambre d'hôtel, vous savez à quoi vous attendre. C'était de notoriété publique. C'est d'autant plus terrible alors, enfin je veux dire, alors ça je pense que vous avez certainement une opinion qui m'intéresse sur la question, c'est pourquoi, alors j'ai l'impression qu'il n'y a qu'en France que certaines actrices sont encore, mais vraiment d'une manière stupéfiante, parce que moi je pense qu'elles ont morflé quand même, pour le coup, évidemment, et pourquoi en France, certaines actrices, pour l'instant je vois que des actrices, sont fermement, mais vraiment revendiquent d'être du côté des agresseurs. Comment vous le voyez? C'est une vieille histoire, ça. C'est une très vieille histoire. C'est le féminisme français, c'est le féminisme universaliste qui, au fond, respecte le patriarcat, très simplement, pour dire les choses rapidement. C'est-à-dire Comment d'amener. ça? Pardon? Dans quel sens?
Dans le sens où on promeut une sorte d'exception culturelle, de théorie de la séduction à la française, de la galanterie, de la grivoiserie, et qu'on ne va pas en faire toute une histoire comme aux États-Unis, et qu'on ne veut pas voir que toute cette mythologie française d'un rapport, de rapport entre les sexes qui serait tout à fait idyllique, un peu grivois, certes, allez, on rigole, on ne va pas en faire un drame, mais vous savez où ça se termine. On rigole et on ne va pas en faire un drame. On sait très bien ce que ça masque. Et collaborer, pour reprendre un terme que vous avez employé, collaborer à ce système, à la fois permet à certaines actrices de dire oui, mais moi j'ai été l'élu, donc je ne vais pas dénoncer le système qui m'a élu, et tant pis pour les autres. Ah ben oui, j'ai dû faire des trucs pas très... Ah, mais bon, je suis là, j'y suis, j'y reste, et tant pis pour les autres. C'est un vieux truc, ça. Mais un vieux truc humain, vous voyez, pas seulement français. Bon, donc, j'ai été sortie du lot, je ne vais pas aller dénoncer le système qui m'a sorti du lot. Parce que sinon, je vais me casser la figure et je n'ai pas du tout envie. Il y a une absence de solidarité chez les femmes françaises, parce que c'est surtout les femmes quand même, chez les femmes françaises qui me sidèrent. La tribune de Neuve, pour ne pas la citer, puisqu'on l'a appelée comme ça un peu injustement d'ailleurs, parce que Catherine Deneuve a laissé son nom, c'est pas elle qui l'a écrite, mais enfin bon, elle l'a endossée et elle l'a justifiée, etc. Mais c'est très typique. On ne me fera pas avaler que Catherine Deneuve n'a pas été inquiétée au cours de ses 50 ans de carrière. Inquiétée d'une façon ou d'une autre. Elle décide, et c'est son droit, de dire jetons un voile ou de défendre Polanski, c'est-à-dire en défendant Polanski. Moi, je ne sais pas si Polanski est coupable ou non. Je n'en sais rien, personnellement. Je sais qu'il est accusé par 12 femmes. Je trouve que ça fait beaucoup. Et je sais l'effort que c'est pour les femmes de dénoncer un homme si haut placé. Et je ne pense pas qu'elles le fassent pour rigoler, vous voyez, pour une partie de plaisir. Parce que la police va venir chez elles, parce que la police va venir fouiller dans leur passé, etc. On ne fait pas ça de gaieté de cœur. Bon. Donc, que par principe, on défende des gens comme Woody Allen, dont je ne sais pas s'il a commis l'inceste sur sa fille. Je ne le sais pas, moi. Moi, je n'ai pas de conviction. Je dis simplement, au lieu de nous bassiner avec la présomption d'innocence, essayons d'écouter ces femmes qu'on a toujours mises au silence. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir quand même, et que vous savez très bien. Les femmes ont toujours parlé. Ce qu'a changé du tout, on a dit c'est une révolution, c'est une libération de la parole. C'est une libération de l'écoute. Absolument. Tout d'un coup, on entend quelque chose. Et vous le dites très bien dans votre livre. Tout ça, ça passe à l'as, ça passe à l'as, ça passe, jusqu'à ce que finalement ça sorte. Mais ça met des décennies. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis en ce moment? Les scouts. Je ne sais pas si vous avez vu. Non. 100 000 plaintes. Plus que pour l'Église catholique. 100 000. Vous croyez que c'est 100 000 tarés? C'est 100 000 mythomanes? 100 000. Les scouts ont décidé d'être comment on appelle ça, en faillite. Ils se sont mis en faillite. Parce qu'ils auront des milliards pour indemniser les victimes, parmi lesquels Bill Gates, qui a fait un témoignage. Bill Gates, qui a témoigné et qui a dit, de l'âge de 7 à 11 ans, j'ai été abusé par ces gens. À l'âge de 15 ans, je suis tombée dans la drogue jusqu'à l'âge de 32 ans. Ça m'a détruit. Bill Gates, on ne peut pas dire que ce soit l'incarnation de l'échec, vous voyez, bon, l'échec social. Bon. Voilà, donc, 100 000, des garçons, des filles. Regardez enfin, il ne faut pas me mettre sur le sujet parce que je m'énerve très vite. L'entraîneur, non pas l'entraîneur, le médecin, l'ostéopathe de l'équipe olympique de gymnastique. Vous avez vu cette histoire? Des centaines de petites filles. Donc,
pour répondre très rapidement, après on va passer peut-être aux questions du public, je ne sais pas, mais le problème avec la France, on n'a pas le temps d'en parler, c'est trop long, mais cette espèce d'obsession avec l'exception culturelle. L'exception culturelle, c'est avoir 10 ans de retard. Ça, c'est ma définition de l'exception culturelle, c'est qu'on a 10 ans de retard. La chose, c'est qu'avec MeToo, vous avez une succession d'affaires. Et d'ailleurs, ça vous concerne, ça concerne directement votre livre. Je remarque que les grandes affaires MeToo en France, ce ne sont en réalité que des affaires de pédophilie. Ouais. Et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin et je vais vous dire pourquoi. Alors, c'est quoi? Quand est-ce que ça a vraiment pété? C'est avec Springora, 13 ans quand elle a connu Matzneff, Adèle Haenel, 12 ans quand elle a connu Christophe Ruggia, et Polonsky, qui donc a violé, ça c'est sûr, la femme qui a décidé d'abandonner les poursuites, encore que ce ne soit pas de son pouvoir, puisque le pouvoir c'est la Californie qui peut continuer de poursuivre ou pas, plus toutes les autres, dont certaines, d'après leur dire, avaient 10 ans au moment des faits. Donc, Polonsky ne serait pas, parce qu'il faut parler au conditionnel, un violeur, il serait très fondamentalement un pédophile. Donc, Springora, Haenel, Polonsky, c'est ça les grandes affaires en France. Et c'est une succession d'affaires qui n'a, surtout, on ne va pas en faire un système, c'est que des gens individuels à un moment donné. Mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout un système, ce n'est pas du tout un comportement général. D'accord? Et c'est que des pédophiles. Ah, c'est drôle. Parce que vous savez pourquoi? Je vais vous le dire, c'est très simple. Une femme qui se fait violer, bon, d'accord, c'est pas très marrant, mais on passe. Ah, l'enfance, ça va pas. Là, on commence à se réveiller. Mais il faut que ce soit une enfant, je dis bien. Il faut que ce soit une enfant. Alors là, on commence à tendre l'oreille. Mais c'est tout. Ouais. Parce que finalement, ça va pas beaucoup plus loin. Voilà. Est-ce qu'il faut qu'on réponde aux des questions? Ah, on ne vous entend pas, Myriam. Je me unmute. Merci infiniment. Donc, nous avons quelques questions, mais n'arrêtons pas la conversation. Je propose qu'on peut, voilà, on peut rebondir. Vous pouvez continuer à rebondir dessus. Alors, une question de Carole O'Shaughnessy qui demande donc à Lola Lafont, est-ce que votre roman a été inspiré par des entretiens avec des danseuses contemporaines? Non, pas du tout. Non, parce que le monde du contemporain, du classique, je les connais très bien. Et donc, je n'aurais pas eu besoin d'enquêter. Mais j'ai vraiment eu besoin d'enquêter parce que je me suis intéressée à une forme de danse populaire qui est le modern jazz et qui a vraiment eu une heure de gloire télévisuelle. Et je me suis intéressée aux danseuses de revue qui font du modern jazz souvent aussi. Donc, c'était vraiment ça, très clairement. Merci beaucoup. Et on vient d'avoir une question pour Laure Murat. Donc, alors, elle faisait juste un commentaire par rapport à cette expression quand vous parliez des actrices et de leur manque de solidarité, des actrices françaises et du manque de solidarité qu'elles pouvaient montrer face à l'affaire MeToo, Patsy Baudouin disait donc c'est un peu the abused abuse. Et elle vous demande, Laure Murat, est-ce que vous pensez, et Lola Lafont, est-ce qu'il y a un roman américain qui serait comparable à Chaviré et avec l'envergure que vous venez de décrire toutes les deux du texte? Moi, je ne sais pas. Alors, on peut tourner la question, Lola, est-ce qu'il y a un roman, est-ce que vous avez lu est-ce que vous avez pensé à des fictions, enfin, vous avez lu des romans américains sur le sujet? Non. Ou est-ce qu'il y a non, il n'y a pas de fiction qui vous a inspiré sur ce texte-là? Non, vraiment pas, non. Et pourtant, je lis quand même pas mal de littérature nord-américaine, mais non, là, je vois pas vraiment. Et Laure, non. Je suis en train de réfléchir là, mais enfin, le premier qui me vient, c'est Lolita, mais c'est pas exactement la même chose. Et puis ça date il y a quand même très longtemps. Et puis c'est pas pareil. Mais non, je vois pas. Dans la littérature contemporaine, je ne vois pas.
Ça va être intéressant de voir l'accueil au moment de la traduction. En fait, ça m'intéresse de voir comment ça va. Oui, parce que on n'en a pas beaucoup, on l'a pas présenté, mais donc l'essai de Laure Murat est vraiment une exploration du phénomène MeToo, des différences et des similarités entre comment l'affaire MeToo a explosé en France et aux États-Unis. Et c'est vraiment passionnant. Il y a beaucoup de voilà, il y a beaucoup comme vous le disiez, vous mettez en avant quand même une solidarité dans le milieu intellectuel américain vis-à-vis de MeToo, de personnalités comme Oprah Winfrey et tout ça, et qui s'affichent en support de ces femmes qui prennent la parole. Et on peut regretter un peu qu'en France, ça n'a pas du tout été le cas, même à l'inverse. Et avec aussi, parce que le texte, c'est pas une complainte, c'est vraiment, il y a vraiment énormément de réflexion là-dessus, sur les problèmes que ça pose, les contradictions que ça pose. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des œuvres de Roman Polanski? Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des œuvres du passé qui ne sont pas claires sur la question de l'abus sexuel? Est-ce qu'il faut arrêter de les voir? Est-ce qu'il faut les condamner aux oubliettes? Est-ce qu'il faut vous savez, quand on est hostile à la censure, quand même, c'est problématique. Est-ce qu'il faut les accompagner d'un texte critique? Est-ce qu'il faut avertir le spectateur ou le lecteur? Enfin, ça pose vraiment tout un tas ça pose des questions à la société, à qu'est-ce qu'on fait de ces œuvres-là. Et je trouve que la position que vous défendez, qui est d'habiter, en citant Geneviève Fraisse, habiter la contradiction, elle est formidable, et c'est la seule qui soit à peu près confortable, en fait, en ce moment pour traverser cette période. Myriam, moi je vois 13 questions. Est-ce que je dois cliquer ou pas du tout? Alors, on a d'autres questions. Non, il y avait beaucoup de commentaires. On avait une autre question qui portait sur le consentement et qui demandait en fait est-ce que le consentement est une question, peut être d'une manière ou d'une autre lié à l'âge? Est-ce qu'il y a un âge où on peut estimer que la personne est consentante ou pas? Voilà. Laura, si vous voulez. C'est une question en ce moment en France qui est quand même centrale dans une affaire qui s'appelle l'affaire Julie. L'affaire d'une. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du coup, Laure ou... Je crois que j'ai lu ça il y a 2-3 jours. C'est cette jeune fille avec les pompiers, c'est ça? Oui, voilà. Et donc là, c'est l'affaire. Donc pendant 2 ans, elle avait 13 ans au début quand elle a dû appeler les pompiers parce qu'elle avait des problèmes de santé. Et sa mère a découvert par la suite que pendant 2 ans, elle a été violée par 20 pompiers, des hommes adultes évidemment. Et elle avait entre 13 et 15 ans. Et aujourd'hui, je crois que donc c'est l'appel qui est le jugement en appel qui a déqualifié ça en agression sexuelle parce qu'il y a une question du consentement. Moi, ça me rend dingue. Je vais un petit peu partir un petit peu comme vous, genre ça me rend dingue. D'ailleurs, dans les rencontres que je fais avec les lycéens, cette affaire revient tout le temps. Qu'est-ce que l'affaire Julie? Ils en parlent énormément. J'imagine que moi, je ne peux pas répondre à la question de l'âge parce que je ne suis pas juriste, mais je pense que c'est central que naïvement, je ne sais pas, avec mon expérience, avec ma vie, avec celle que je vois autour de moi de vie et tout ça, j'ai tendance à penser que oui, il faut absolument, en tout cas, décréter qu'à 13 ans, le consentement, pour moi, ça n'a pas de sens. On ne sait pas à quoi on consent. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, vous dire un âge, je ne sais pas, je ne vais pas jeter un chiffre comme ça, mais oui, pour moi, il faudrait, en tout cas juridiquement, s'il n'y a plus de bon sens et s'il n'y a plus de respect des filles de 13 ans, s'il n'y a pas de respect de leur psychisme, la justice doit poser un âge. Alors, en effet, c'est une question juridique essentielle, d'ailleurs. Ouais. Essentielle. Et le problème, c'est qu'elle a beaucoup varié au cours du temps. Le consentement ou
ou même la majorité sexuelle. C'est quelque chose qui a beaucoup varié et c'est pas sans rapport. Alors évidemment, le consentement, on peut dire que c'est vrai à tous les âges que c'est problématique. Parce que vous pouvez avoir 40 ans et vous laisser forcer la main par quelqu'un, ne pas vouloir, céder quand même, soit pour avoir la paix. Oui. On entend beaucoup de femmes qui disent ça, hein, parce que j'en avais marre, parce qu'il fallait que ça s'arrête. Donc autant consentir, faussement consentir. Alors, on aborde le problème extrêmement délicat. Et moi, je dois dire que je n'ai pas d'avis tranché là-dessus, de cette fameuse zone grise, hein, de ce qu'on appelle la zone grise, c'est-à-dire on veut pas, ça n'est pas net, hein, ça n'est pas clair. Et vous savez, sur les murs de Paris, il y a des collages féministes et il y en a un qui est très beau et très juste, qui est consentir n'est pas désirer. Et je trouve qu'il est très important. Il est très important parce que la question du désir, voilà, elle n'est pas liée au consentement. Enfin, je veux dire, clairement, on peut consentir à quelque chose qu'on ne désire pas. Bien sûr. Et moi, je trouve que depuis le début de MeToo, quand j'ai commencé ce livre, c'était un mois après après que l'affaire Weinstein éclate, c'est-à-dire en fin 2017. Hein, c'était tout au début, j'ai commencé ce livre et je me suis dit, je ne vais pas le finir dans le sens où je vais le jeter à la poubelle parce qu'en France, ça ne prendra jamais. Ça n'ira pas. Heureusement, il y a eu la tribune de Neuve. Ça m'a sauvée parce que du coup, il y a eu une telle polémique que ça a relancé l'affaire et que tout d'un coup, les gens se sont rendus compte qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas. Bon, et ça, c'est une parenthèse. Ce qui m'intéresse beaucoup, et ça rejoint les questions de consentement, parce que je trouve qu'on n'entend pas suffisamment les jeunes. Quand je dis les jeunes, c'est les très jeunes, de 13 à 20 ans. Et les garçons aussi. Comment ils sont dans leur sexualité, dans leur découverte de la sexualité à cet âge-là. Alors, vous qui sillonnez la France par Zoom et qui parlez avec des lycéens, quels sont les échos que vous avez? Parce que s'ils parlent de l'affaire Julie tout le temps, qu'est-ce qu'ils disent de ça? Et qu'est-ce qu'ils disent de votre livre? Qu'est-ce qu'ils attrapent de votre livre? Parce que c'est une époque qu'ils n'ont pas connue. Non, mais alors curieusement, moi j'avais peur justement qu'il y ait un décalage d'époque. Et pour le moment, dans les rencontres que je fais, ça n'est jamais mentionné. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vu l'époque et que la seule chose qui reste, c'est Cléo, vraiment très fortement, ce qu'elle vit, la façon dont elle tombe dans ce piège, la façon dont elle devient complice, son parcours. Betty, etc. On ne me parle jamais d'époque. Donc, j'ai tendance à penser qu'ils écartent les choses. Voilà. Parce que moi, ça m'a beaucoup frappé, les Champs-Élysées, les Michel Drucker, tout ça. Enfin, c'était très. Pour moi, ça donnait de la réalité. Quoi. Enfin, bon. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent, ces enfants-là, enfin, ces jeunes-là? Ils posent énormément de questions, et des garçons aussi, hein, par ailleurs, sur. Alors, comme vous disiez au début, qu'est-ce qui est vrai? Et alors, ce qui revient vraiment tout le temps, c'est est-ce qu'un livre, est-ce que j'ai fait ça? Alors moi, c'était une question qui m'a bouleversée. Est-ce que vous avez écrit ça pour nous sauver? C'était terrible. C'était terrible. Mais non, il y a vraiment beaucoup de passion, beaucoup d'engagement sur Chaviré par les jeunes. C'est très intéressant, surtout, je dirais, bon, pas surtout, mais c'est différent. Les étudiantes et les étudiants qui travaillent dessus pour le prix Télérama, France Culture, parce que eux ont choisi d'être jurés. Et donc, ils travaillent en Master 2 dessus, là, depuis un moment. Et donc, c'est vraiment intéressant je me suis retrouvée face à des questions. Là, elles ne me viennent pas, mais j'ai quelques textes et quelques questions parfois qui sont remarquables, vraiment, dans leur approche. Et je trouve ça plutôt rassurant parce que là, pour le coup, je me rends compte, et même chez les filles de 15 ans, je me dis, ils ne vont pas gober la même chose que nous. Enfin, je le vois très clairement. Ah oui, vous pensez? Ah oui, j'en suis persuadée. Il y a une sorte de base féministe chez les jeunes filles et chez les jeunes gens, une sorte de base. Déjà, le mot féministe ne les effraie pas du tout. C'est voilà,
Le consentement, ils savent ce que c'est. Moi, à 13 ans, je ne savais pas ce que ça voulait dire, le consentement, du tout. Et personne n'en avait parlé, alors que ce n'est pas le Moyen-Âge quand même, vraiment. Et donc, je suis assez confiante dans... J'ai vraiment une impression de grande avancée. De grande avancée. Il y a quand même des questions qui sont là, elles leur appartiennent complètement. Et voilà, c'est le même genre de sentiment que j'ai quand il y a eu les manifs antiracistes en juin à Paris et que j'ai vu toute cette foule de gens qu'on n'avait jamais vu dans les manifs qui a 13 ans, 15 ans, 17 ans, 18 ans. Je fais non, mais eux et elles, ils ne vont pas gober la même chose. C'est très clair. J'ai une autre petite question du public. Donc, ce qui s'adresse à Lola. Dans votre roman, la dimension de la parole est très importante et donne lieu à une scène de fin magnifique. Cette scène laisse entrevoir que peut-être le pardon se fait ensemble, en communauté. Peut-on se pardonner seul, ou est-ce que cela doit être le fruit d'une entreprise commune? D'abord, je veux remercier cette question. On ne peut pas, justement, comme dit Serge, le père de Jonas, on ne peut pas se pardonner seul. C'est d'abord, pour être pardonné, vous ne pouvez pas, évidemment, il faut que l'autre personne, ça se fait à deux quand il y a une offense en tout cas, et pas que dans la religion juive, c'est-à-dire que le pardon, c'est une affaire de dialogue. Il faut déjà qu'il y ait, qu'on demande le pardon. La personne qui a fauté doit demander le pardon et l'autre doit l'accorder. Et puis, effectivement, comme on en discutait avec Laure, pour moi, et c'est pour ça que cette scène finale se passe dans un groupe, pour moi, Cléo se vit comme coupable, mais Betty ne sait pas qu'elle est coupable, pas tout à fait. C'est-à-dire que sans doute, enfin, on comprend oui, elle se souvient qu'il y avait cette fille qui était là au collège et tout ça, mais comme elle le dit, elle a vu tellement de coupables. Elle a vu les faux jurés, elle a vu la serveuse des déjeuners, elle a vu les voisins, elle a vu ce Marc qui fait l'entremetteur. C'est-à-dire que la culpabilité est parfaitement étalée comme ça. C'est pour ça aussi que moi, je ne voulais pas faire un grand méchant pour Galatée, une sorte de figure comme ça, trop pratique. Comme on le dit depuis le début, c'est un système. Et donc, il a besoin de beaucoup de collaboration. Et du coup, je pense que c'était important qu'à la fin, il y ait quelque chose de collectif chez ces femmes qui viennent, sans doute qu'elles ont toutes à peu près à la cinquantaine, peut-être un tout petit peu plus jeunes pour celles qui ont été victimes plus tôt, mais il y a effectivement besoin de cet appel à témoins pour que la parole fasse corps, que la parole fasse sens. Et ça met la parole seule. Donc voilà, je vous dirais que pour le pardon, il faut être plusieurs. Et on a un dernier commentaire, je n'ai pas de nom, mais qui voulait insister, qui a été très sensible au rythme du texte, de la phrase, des chapitres courts, et qui véhicule comme ça une espèce de compréhension par le corps du lecteur, qui est comme un langage du corps qui se crée. Voilà. Mais je n'en sais, là, c'est à peu près tout. Je n'en sais pas plus. Ben, oui. Enfin, je l'ai pensé comme ça, dans une respiration un peu adolescente, en tout cas au début. Il y a cette sorte de rythme rapide, de désir aussi. Il va se passer quelque chose dans ma vie. Oh là là, j'ai à peine envie de dormir tellement il va se passer quelque chose demain, quoi. Il y avait vraiment ce besoin d'avoir ce rythme, effectivement, de créer ce corps adolescent, ce désir un peu perpétuel, en fait, pour tout, pour le lendemain, pour le cours de danse, pour Cathy, pour Noël, cet état. Je crois que nous n'avons plus de questions. Il me reste à vous remercier infiniment, Lola et Laure, pour ce temps passé avec nous, pour cette continuation de notre conversation. J'espère qu'elle ne s'arrêtera pas là, mais que nous aurons l'occasion de la reprendre lors de la parution de Lola. Alors, on m'a dit qu'on ne voyait pas les livres à l'écran. Ouais. Ah oui, mais ça, c'est à cause de mon double. Il faut le monter un peu. Je vais changer. Mais non, c'est pas ça, c'est à cause du faux fond. Alors, je vais enlever. Je vais faire un tour de passe-passe. Attendez, moi je vais le montrer. Moi je l'ai là. Voilà. Moi, j'ai pas de... Donc là, on le voit. Et est-ce qu'on voit ici? Voilà, les deux livres. Je les montre. Les livres de Laure Murat,
Une révolution sexuelle d'après Weinstein et pardon, je suis pas du tout coordonnée, je m'aperçois, voilà, on voit les deux. Voilà, ça y est. Merci infiniment. Lisez-les si vous ne l'avez pas fait. Et à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.